Aujourd'hui, le thème de l'événement, c'est des retours d'expérience sur comment certaines entreprises ont intégré la user research au sein de leur organisation produit. Je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Lisa. Je suis UX researcher depuis une dizaine d'années en agence de service design. Et aujourd'hui, chez Design Shot, j'accompagne pas mal d'entreprises qui ont cette réflexion dans leur organisation de comment on arrive à intégrer un peu cette équipe user research au sein de l'organisation de produits, ou comment on arrive à donner la main plus ou moins aux product designers ou aux PO/PM. Donc c'est vraiment des questions récurrentes chez différentes entreprises. C'est pourquoi j'ai décidé de vous proposer cet événement. Donc pour vous partager ces retours d'expériences vraiment concrets, on a Marion Damiens de chez Blablacar, qui est UX Researcher Senior. Il y a Manon Clèche de chez Doctolib, pareil, qui est UX Researcher Senior. Et Romain Deschamps, qui est Researcher Ops chez Agicap. Et je les fais entrer tout de suite. Salut Romain. Salut tout le monde. Salut Manon. Bonjour tout le monde. On va commencer déjà par se présenter un petit peu. Donc moi, je me suis déjà un peu présentée. Est-ce que vous voulez faire un petit tour pour savoir un peu d'où vous arrivez et puis un peu votre profil? Ça marche. Je peux commencer du coup. Donc moi c'est Marion. Donc, effectivement, Lisa l'a déjà dit. Je suis chez Blablacar en tant que user researcher. Ça fait 4 ans. Très rapidement. Donc en gros, on est une équipe de 2 user researchers directement intégrés dans l'équipe produit qui contient. Il y a une 50aine de personnes dans l'équipe produit. On essaie de se répartir entre les différentes squads, les différentes priorités d'un point de vue produit, business du moment. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit. Manon, tu veux prendre la suite? Super, merci Marion. Je vais prendre la suite. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Manon, comme Lisa l'a présenté. Donc, moi, je travaille chez Doctolib. Je suis en charge d'une petite équipe. Je vous raconterai après, dans 2 minutes, notre organisation. Et je continue aussi à faire de la recherche. Et donc, avant, chez Doctolib, j'étais aussi dans la santé. Moi, j'ai un parcours plutôt santé. J'étais au sein d'un laboratoire pharmaceutique qui s'appelle Roche. Et donc, j'avais une casquette aussi user research. Et puis, j'avais la chance de faire un peu de service design avec des collègues designers. Donc, voilà, j'avais aussi cette casquette un peu plus dans le parti solution space. Et donc, comment on est organisé chez Doctolib? On est une dizaine de researchers. Donc, je crois qu'on a atteint le nombre de 13 user researchers. Donc, grosse équipe. On est sur 3 pays, en France, en Allemagne et en Italie. Et on est organisé donc au sein de la team user research par pays et par grand domaine de produits. Donc moi, par exemple, avec mon équipe, on gère la partie plutôt service aux patients, donc plutôt la partie produit B2C. Et voilà, donc on est au sein de l'organisation design, donc on est au sein de l'équipe design qui elle-même est au sein du département produit. Voilà, on pourra rentrer un peu plus dans le détail de notre organisation plus tard. Je ne sais pas si tu l'as dit, Manon, mais vous êtes combien du UX Researcher chez Doctolib? Donc là, on est environ 13 user researchers. Donc on est organisé par domaine. Donc plusieurs user researchers qui appartiennent à un domaine produit et qui est sur un des 3 pays, en France, en Allemagne et en Italie. Donc on a des leads comme moi-même qui chapeautent ces équipes. Et on a l'arrivée d'une nouvelle Head of User Research, donc à la tête de cette grosse équipe de 13 researchers. Merci Manon. Et du coup, je prends la suite. Salut tout le monde. Donc, moi, c'est Romain. Aujourd'hui, je travaille chez Agicap depuis un peu plus d'1 an en tant que Research Ops. Et avant ça, je travaillais 4 ans chez Publicis en Product Design, User Research, notamment sur le site e-commerce, tout ce qui était retail, etc. Et donc, j'ai rejoint Agicap il y a 1 an pour mettre en place la Research Ops. Et la particularité qu'on a chez Agicap, c'est qu'on n'a pas de User Researcher. Donc, quand je suis arrivé, on était une équipe produit de 15-17 personnes. Aujourd'hui, on est plus d'une 40aine. Donc, il y a eu une grosse phase de scale aussi. Et donc, il a fallu accompagner cette phase de scale. On a pris le parti de, justement, faire la research par les product designers, par les product managers, et finalement par un petit peu toutes les expertises, product marketing aussi, qui souhaitaient s'y adonner, et d'avoir une fonction support qui permet de pouvoir organiser ça, de faire en sorte qu'on ait une méthodologie commune, des outils communs, qu'on se marche pas sur les pieds, finalement que tout le monde ait une manière de faire qui soit cohérente et qu'au fur et à mesure, on arrive à consolider notre savoir client pour finalement pour prendre des décisions qui ont l'impact. Donc voilà un petit peu comment on est organisé aujourd'hui. On rentrera dans le détail de cette organisation plus tard. Du coup, oui, vous avez déjà un peu
répondu à la manière dont vous êtes organisés tous les trois. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quand même un constat récurrent. Il y a peu d'UX researchers par rapport au nombre de product designers ou de product managers. Alors c'est vrai que maintenant chez Doctolib, vous êtes une des entreprises qui a le plus d'UX researchers, mais c'est quand même pas autant que les product designers et les PM. L'équipe du XR n'est pas assez importante pour répondre à tous les besoins côté produit. Et c'est là où on se demande voilà, comment on va pouvoir intégrer la recherche et donner la main peut-être, et à quel niveau, côté design et côté produit. Comment la recherche peut, l'équipe de recherche, si elle existe, parce qu'on verra, Romain, toi, tu n'as pas du XR, ce que tu nous disais, donc c'est comment aussi tu arrives à avoir une vision user-centric sans forcément avoir une équipe du X researcher. D'ailleurs, Romain, je veux bien qu'on commence par toi pour voir un peu quel process tu as mis en place entre les équipes research, enfin en tout cas la research, et les équipes produits et design. En fait, aujourd'hui, tout le monde est assez autonome pour la research qu'il souhaite mener. C'est-à-dire que nous, on est organisé en product line, donc on a 3 product lines chez Agicap qui sont sur des scopes assez déterminés, à l'intérieur desquels on a des product managers, des product designers qui en général fonctionnent en binôme. Tout le monde a on va dire, ses objectifs et c'est plus ou moins où est-ce qu'il souhaite aller. Et donc, là, on va vraiment parler juste de research terrain, enfin opérationnel. Chaque binôme, finalement, va ressentir le besoin ou pas de faire de la research en fonction de son incertitude qu'il a par rapport à un sujet, en fonction de à quel point c'est important et stratégique qu'on aille comprendre les use cases, etc. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'au final, quasiment tous les sujets passent par une phase de research chez nous, en tout cas une bonne majorité. Et du coup, chaque product manager et product designer vont pouvoir lancer une phase de research et normalement, ils ont tous les outils, ils sont équipés pour le faire eux-mêmes. Donc, évidemment, j'interviens assez régulièrement, mais dans les faits, ils pourraient s'en sortir sans moi. Parce qu'on a mis en place des process. Typiquement, aujourd'hui, vous souhaitez lancer une user research, on a une base de données où on a un brief de research et donc on va commencer à créer ce brief où on va poser des questions du type quel problème on souhaite résoudre, qu'est-ce qu'on souhaite apprendre, qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas, c'est quoi la planification, combien de temps on envisage de passer sur le recrutement, qui on souhaite recruter, c'est quoi les critères, quel est le guide d'entretien, etc. Et en fait, tout ça, on arrive plus ou moins à faire un planning et ensuite se lancer concrètement dans le recrutement. Et donc, pareil, pour le recrutement, on a des outils. Et moi, mon travail, c'est de faire en sorte que ce soit de plus en plus facile de faire ces recrutements parce qu'aujourd'hui, je ne connais pas une seule équipe de research qui ne bute pas sur ce sujet-là. Alors, levez la main si c'est pas votre cas, et dans ce cas-là, je serais très ravi de discuter avec vous. Mais c'est en tout cas, donc on a du recrutement à effectuer, et donc les équipes suivent un peu des process comme ça, et puis au fur et à mesure, on a fait le recrutement. Ensuite, on va appeler. Pour les appels, on a des scripts, on a des fichiers Excel, et puis on constitue notre agenda, et puis ensuite on va commencer les interviews. Les interviews se font dans tel outil, on prend les notes de telle manière, etc., et puis on avance comme ça. Et donc, toi, tu es un peu le garant qualité, ou tu vas un peu... en tout cas, j'imagine que tu es le référent des équipes si elles ont une question ou si elles veulent valider peut-être des protocoles. Est-ce que toi, des fois, tu fais un peu le garant qualité, tu vas aller voir comment ça a été mené, Alors oui, je suis là pour les aider en tout cas, pour la mise en place, pour les coacher aussi, parce qu'il y a un enjeu de monter en qualité de research, parce que comme nous, on n'a pas de researchers, on n'a pas des gens professionnalisés là-dessus, et tout le monde arrive avec son niveau. Il y a des gens, ils sont super à l'aise avec ça. Il y a des gens qui n'en ont jamais fait. Oui. Quand on arrive, on essaie de faire un training. C'est un training assez rapide, mais c'est-à-dire qu'on essaie tous d'avoir des bases communes. Pour autant, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec toutes les étapes. En tout cas, moi, j'interviens soit sur les projets à fort impact, de temps en temps, quand je vois qu'il y a une opportunité. Mais l'objectif, c'est pas que je sois là sur tous les sujets, parce qu'on est une équipe de 40 personnes, et donc on peut pas être sur tous les sujets en même temps. Et donc, pour répondre à ta question, comment est-ce qu'on fait pour être user-centric ? Du coup, plutôt que d'avoir quelques research qui sont menés
Et si on voulait faire plus de research, il faudrait avoir plus de researchers. Tout le monde peut faire de la research, même si parfois elles ne seront pas faites parfaitement. Parfois, on n'aura pas autant de personnes qu'on souhaitait avoir, et du coup, qui parlent directement avec les clients. Et donc ça, c'est notre manière à nous de faire en sorte d'être user-centric, et je pense que ça se voit assez rapidement dans les résultats et dans les features qu'on propose. Ok. Je peux continuer pour expliquer rapidement comment ça se passe chez Blablacar. Nous, effectivement, on est une équipe de 2 personnes pour à peu près un petit peu moins de 50 personnes dans l'équipe produit. Assez rapidement, on est arrivé un peu au même constat que ce que tu racontais, Romain, sur le fait qu'on ne peut pas emmagasiner tous les besoins et tous les projets de research dont nous faut part les PM, product designers, etc. Je pense que c'est ce qu'on essayait de faire à un moment, et on s'est retrouvé un peu au pied du mur en refusant, du coup, en étant obligé de prioriser vraiment les projets sur lesquels on travaillait, en créant certainement de la frustration envers les PM et autres personnes de l'équipe produit. Je pense qu'on avait aussi peut-être cette mauvaise habitude de vraiment mener tous les projets de recherche, et du coup de pas vraiment laisser la main aux non-researchers. Et du coup, là, c'est vrai qu'on est en train de basculer vers un modèle beaucoup plus hybride. On a des projets qu'on va continuer de mener, donc des projets à fort impact, des projets aussi qui sont liés à certaines méthodologies spécifiques où on estime que ça a plus de sens que ce soit gardé par l'équipe research, parce que ça demande pas mal de préparation pour éviter des biais aussi, donc tout ce qui est méthodologie où on va être en modération directe avec les utilisateurs. Mais on prend le parti de laisser beaucoup plus la main que non-researchers sur certaines méthodologies type questionnaire quantitatif. On utilise pas mal Maze aussi, donc ce type de méthodologie. Et donc pour ça, on est en train, c'est toujours en cours, mais on est en train de créer vraiment toute la documentation qui va permettre justement à n'importe quelle personne de l'équipe produit, peu importe son niveau de maturité, comme tu disais, Romain, il y a quand même des niveaux de maturité différents dans une équipe, et c'est normal. Donc on crée toute cette documentation qu'on appelle nous des playbooks, mais où on va vraiment avoir des guidelines, expliquer les process, donner accès aux bons outils, peut-être des tutoriaux aussi par rapport à ces outils-là, etc. Merci. Je peux continuer chez Doctolib. Donc, en fait, on a une approche assez similaire à celle de Marion chez Blablacar. Donc, comme tu le disais, Lisa, 13 researchers, c'est beaucoup. Mais c'est vrai qu'il faut mettre en face, en fait, les feature teams, donc les squads qu'on a en face. Et nous, donc, on a 60 feature teams, en fait, dans l'équipe produit. Donc, autant de product managers. On a à peu près un ratio de 1 à 2 product designers par feature team. Donc, vous voyez, en fait, nos stakeholders privilégiés sont beaucoup plus nombreux que nous. Sachant que nous, donc, notre priorité, la user research chez Doctolib, on est au service vraiment du produit, mais on fait aussi de la recherche avec d'autres stakeholders en interne, donc pour nourrir en fait la stratégie et plus sur des phases exploratoires. Eh bien, nos collègues de la product strategy, on travaille aussi beaucoup avec les product marketing managers. Donc voilà, donc en fait, on est face à un goulot d'étranglement niveau demande de recherche. Et donc nous, ce qu'on a fait, qui est vraiment similaire à Blablacar, je pense, c'est cet accompagnement hybride. Pour l'instant, le parti pris qu'on a, c'est sur des sujets, alors j'aime pas trop dire sujets stratégiques, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être très précis, très stratégiques, mais on va dire les projets qui sont plus au service des grandes questions qu'on se pose pour la vision de demain, ou des projets qui sont nécessaires au lancement rapide de nouveaux produits. On va plutôt agir, nous, en deep dive, les user researchers. Les autres projets, si on n'a pas de bande passante, en fait, donc on va les démocratiser, c'est-à-dire que c'est les product designers, les product managers, les PMM, etc., qui vont les mener par eux-mêmes avec notre soutien. Et donc, un peu comme Blablacar aussi, en fait, on s'est dit, donc, il y a une typologie de projets sur lesquels on va laisser en fait la main aux non-researchers. Et on a aussi commencé à identifier certaines méthodologies où on se dit, en fait, on prend assez peu de risques sur la qualité de la recherche, la qualité surtout des résultats qu'on va avoir de cette recherche. Donc, en fait, toutes les phases plus exploratoires qui demandent potentiellement une expertise, on va dire, research, une expertise métier, c'est nous qui allons les gérer. Mais sur la partie plus évaluative, avec notamment quand on a des outils, comme le disait Marion, Maze et des outils de survey qui sont assez faciles de prise en main, on va aller plutôt sur une démocratisation de cette recherche et une recherche qui sera faite par les product designers, par les PM, etc.
Et donc là, nous, on est en train d'essayer d'affiner un peu cette sélection des projets qui vont être pris en charge par les researchers ou pas. Parce que là, aujourd'hui, on se dit, voilà, des sujets qui vont servir la vision, qui vont servir les produits qui vont sortir, stratégiques, mais concrètement, qu'est-ce qu'on y met derrière? Donc, on est en train de travailler justement sur une liste de critères beaucoup plus fine et des questions associées auxquelles les stakeholders pourraient répondre. Et ce qui nous permettrait en fait d'avoir aussi beaucoup plus de matière sur leur brief et donc de faciliter le kick-off de projet demain. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler. Et en termes de process, donc on a aussi des trainings, des templates, de guides de discussion, etc. On a fait beaucoup de rétro en ce moment avec les product designers et les product managers et il y a beaucoup de choses à améliorer. Donc voilà, on est aussi en train de travailler sur une façon plus homogène et plus accessible pour eux d'avoir accès justement à ces ressources pour qu'ils fassent de la recherche avec un niveau de qualité, mais aussi qu'ils se sentent à l'aise. Parce que les retours qu'ils ont parfois aussi, c'est « Ok, j'ai quelques ressources ». En fait, j'ai peur que mes questions soient biaisées. J'ai peur d'être biaisée aussi lors de la phase d'analyse. Et puis, il y a certains aussi bloqueurs comme j'ai pas le temps. Enfin, le temps, toujours la question. On est en train de construire aussi et mettre en place des process plus clairs pour eux, pour qu'ils se sentent à l'aise, en confiance lorsqu'ils font la recherche. Merci Manon. Mais du coup, tu nous disais que vous priorisez les sujets sur est-ce que c'est très stratégique ou non? Est-ce que d'un point de vue timing, ça doit être rapidement livré ou non? Et surtout, quelle méthode on met en place? Et est-ce que la méthode peut être assez simple, entre guillemets, pour être donnée au produit? Et vous, juste en accompagnement? Marion, c'est pareil, tu parlais de critères aussi d'arbitrage des méthodologies laissées à la main des UXR versus des product designers et PM. C'est quoi comment vous arrivez vraiment à prioriser ces méthodologies-là? Pour notre part, effectivement, pour l'instant, on a plutôt un arbitrage en fonction de la méthodologie. Et enfin, du coup, ça recoupe un peu ce que tu disais, Manon, pour tout ce qui est très exploratoire, où on va être, je sais pas moi, sur des entretiens, des interviews ou même des focus group. Nous, on va vraiment garder la main sur ces méthodologies-là qui demandent quand même, en termes de préparation, de matériel, de recrutement aussi, d'analyse. Je pense que ça a de la valeur que ce soit encore sous la main de l'équipe research. Après, nous, on fait aussi beaucoup de tests utilisateurs modérés. Enfin, quand on fait des tests utilisateurs, on n'a pas que des enjeux et des objectifs d'utilisabilité. On est vraiment sur de la compréhension de certaines fonctionnalités, de certaines parties du produit, de la perception. Donc, du coup, ça a du sens qu'on soit sur des techniques modérées pour ça. Nous, on garde vraiment la main là-dessus. Et ensuite, effectivement, sur des méthodologies non modérées, où du coup, on va aussi avoir un peu un regard sur le matériel qui est préparé du coup par un PM ou un PMM ou un designer. Donc, on passe par exemple à relire les questions qu'ils ont préparées pour un questionnaire quantitatif ou pour un test sur Mails. On va du coup vraiment pouvoir cette casquette de coach et de faire des retours sur attention, ta question elle est biaisée, elle n'est pas bien posée. Donc nous, c'est la manière dont on arbitre aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répondait à ta question, Lisa. Si, complètement. Ouais, je voudrais rebondir là-dessus sur la priorisation des sujets parce qu'il y a aussi un aspect que nous on a, alors peut-être moins dans du B2C, mais en B2B, nous on a aussi des clients qui sont limités. C'est-à-dire qu'on n'a pas 1 million de clients, pas encore. On se retrouve parfois à se demander est-ce que ça vaut le coup d'aller prendre du temps à nos clients pour répondre à cette question? Parce que si nous, en tout cas, un point d'arbitrage qu'on peut avoir, on va se dire tiens, là, si je parle à 20 clients ou à 10 clients, c'est des clients auxquels je ne pourrais pas parler avant 1 mois, parce qu'on se donne un délai d'1 mois minimum avant de ressolliciter nos clients. Et du coup, est-ce que, on va dire, l'impact, la valeur business qu'on souhaite en retirer, elle est très forte et on sait qu'il faut le tester? Ou est-ce que notre niveau d'incertitude, il est très fort et du coup, faut qu'on se forge vraiment une opinion? Mais si la valeur business, elle est moyenne, qu'on est assez certain de ce qu'on veut faire, en fait, une solution aussi, c'est de ne pas le tester. C'est de ne pas aller prendre du temps de nos clients et nous de l'effort pour aller dessus. Donc c'est aussi, en tout cas, nous, ça rentre en compte quand on veut prioriser des sujets, pas par rapport à la bande passante des researchers, mais par rapport à la bande passante de nos clients et notre propre bande passante aussi. C'est intéressant.
On a exactement les mêmes réflexions en ce moment chez Doctolib. Le départ de notre process, c'est un petit survey qui doit être rempli par nos stakeholders et qui arrive dans un backlog d'un outil de gestion qui est Asana. Je ne sais pas si vous avez aussi tout le monde, même côté audience, ce genre de pratique. Et en fait, ça a créé aussi un peu ce cercle vicieux et ce bottleneck, ce goulot d'étranglement. En fait, c'est assez facile de remplir une forme Asana avec 2-3 questions. Et donc, ça peut avoir aussi un risque au niveau de la recherche de se dire, en fait, la recherche, c'est facile. C'est gratuit, on va facilement recruter des utilisateurs, etc. Nous, on a pas mal d'utilisateurs B2B, je crois qu'on en a plus de 300 000 sur les 3 pays. Mais tout de même, en fait, on a aussi des règles de pression marketing, etc. Donc, je pense que c'est un peu les mêmes enjeux que soit Romain. Et donc, dans la priorisation des sujets, c'est aussi de réorienter en fait les stakeholders et de dire est-ce que tu as vraiment besoin de recherche. Et parfois même en fonction de la maturité du stakeholder avec les questions de recherche, dire en fait ta question de recherche c'est pas forcément la user research comme méthodologie qui va pouvoir y répondre. Tu peux trouver la réponse dans la data, tu peux trouver la réponse ailleurs quoi. Je pense que dans la priorisation aussi des sujets, c'est potentiellement réorienter et dire comme tu disais, Romain, on n'a pas besoin de recherche. Ou alors la réponse est ailleurs. Ou alors la réponse a déjà été adressée dans la connaissance. Et là, on va aller sur d'autres sujets comme le knowledge management. Il faut que cette connaissance soit un peu plus accessible. Nous, on sait qu'on a dû travailler là-dessus chez Docto. Mais voilà, moi, je trouve ça intéressant de parler de cette réorientation-là aussi. Si je peux compléter là-dessus, parce que je suis complètement alignée. Et nous, je pense qu'on avait un peu le même problème à un moment de toujours aller rechercher des nouveaux insights alors qu'il y a plein de choses existantes, soit de précédentes research, mais aussi en fait de toutes les sources de feedback qui sont existantes au sein de l'entreprise. Et nous d'ailleurs, on a mis en place un outil qui est assez puissant là-dessus, qui s'appelle Chattermill et qui va venir agréger les feedbacks de différentes sources et qui va venir les analyser, parce que du coup on part sur tout ce qui est commentaires ouverts, donc ça peut être NPS, App Store, voilà, vraiment toutes les sources de feedback où les gens peuvent faire des commentaires sur le produit, sur le service. Et en fait maintenant nous c'est un outil qui est beaucoup utilisé par les équipes produits en phase de discovery, parce que voilà, ça apporte beaucoup d'informations très qualifiées sur un sujet en particulier, une feature en particulier, etc. Et du coup pour le coup ça, en temps de research pour l'équipe research, c'est zéro, c'est proche de zéro, parce que les équipes sont formées, elles ont des accès à l'outil, c'est un outil qui est en self-service. Je trouve que c'est intéressant aussi pour compléter sur ce que vous disiez. Je pense une dernière question, parce qu'il y a quand même pas mal de questions là qui tombent depuis le début, donc on va y aller bientôt. Quelles sont les limites de vos organisations, les limites et les avantages de ce que vous avez mis en place? Allez-y, Romain, par exemple, si tu veux. Ouais. Les limites, je pense qu'elles ont été citées. D'ailleurs, on les voit aussi dans les questions. Hein. On fait de la research, on fait beaucoup de research, mais ce ne sont pas des researchers qui la font. Je pense que la principale limite aujourd'hui, elle est là. Mais en soi, est-ce que ça impacte vraiment l'organisation? Je suis pas sûr. Ça reste à prouver. Ce qui est sûr, c'est que, en tout cas, on a beaucoup de gens qui sont en contact de nos users et qui en tirent des conclusions et qui peuvent prendre des décisions là-dessus. Donc, en tout cas, c'est une belle perspective. Demain, on va être amené à aller vers de plus en plus d'autonomie. Je pense que là où on est encore un peu limité, c'est sur l'intervention. Puisqu'on a des équipes qui sont aujourd'hui basées en France. Et donc, si les équipes elles-mêmes font la research, si elles ne parlent pas la langue, qu'on n'a pas de relais dédié dans les pays, aujourd'hui, c'est un peu, voilà, c'est peut-être la limite que je trouverais aujourd'hui à ça. Et donc, c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille. Et ce vers quoi on tend, c'est de toujours améliorer le time to value de la research, c'est-à-dire pouvoir délivrer de la valeur entre le moment où on décide, où on se pose une question et le moment où on a une réponse, que ça aille de plus en plus vite. Faut pas que la research soit perçue comme un coût, mais plutôt comme une valeur ajoutée. Ça, c'est hyper important. Voilà, les perspectives, c'est de développer des outils pour améliorer ce time to value. Je pense que c'est aujourd'hui, en tout cas, ce à quoi je m'attache le plus, mais aussi de faire grandir la connaissance client. Nous, aujourd'hui, pareil, comme Marion, on a Product Board et on a tous les mois plus de 500 feedbacks qui nous sont envoyés, qu'on récupère, qu'on analyse et qui nous permettent d'identifier quels sont les sujets qui ont de l'importance. Et c'est là-dessus, je pense qu'il faut qu'on accélère. C'est-à-dire qu'on n'ait pas besoin de déclencher une user research pour savoir quels sont les sujets qui sont importants. Il faut que ça, ce soit autoporteur. Et qu'en fait, la user research, elle n'arrive qu'au moment
où on veut rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, quels sont les peines, quels sont les cas d'usage, etc. Vraiment rentrer dans le détail. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a de la valeur et sur quoi on doit se concentrer? Ça, c'est une machine qui roule à côté, qui s'auto-alimente. Et c'est des perspectives, en tout cas, vont aller là-dessus. C'est vraiment être plus efficace sur la recherche tactique, être autonome sur la recherche stratégique, puisque ça s'autonome. Je ne sais pas si c'était très clair comme explication, mais... Merci Romain. Ouais, Manon. Je peux prendre la parole, peut-être potentiellement une limite en fait de notre organisation là sur la démocratisation, le scaling de ces recherches par nos stakeholders. En fait, c'est une solution peut-être intermédiaire. Et là, ce qui nous manque, c'est puisqu'on a de plus en plus du coup de demandes de projets qu'on va en fait, puisqu'on n'a plus trop de bandes passantes et si ce sont des sujets plus tactiques, scaler d'office. Sauf qu'en fait, ça prend du temps quand même de scaler, parce que comme on le voyait avec vous deux, hein, Romain et Marion, en fait, il faut quand même un minimum de support en fonction de la maturité aussi du stakeholder et de son niveau d'expérience en recherche. Donc en fait, nous, là, notre enjeu, c'est vraiment de structurer, rendre accessible et rassurer sur des ressources en fait et du matériel à disposition des personnes qui font la recherche et qui ne sont pas des researchers. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, on a passé peut-être aussi un peu trop de temps à accompagner, même si ça a de la valeur, hein, mais accompagner avec un temps justement humain de researchers nos stakeholders, alors qu'il y a certaines choses qui auraient pu se transmettre à l'écrit à travers des matériels, des ressources, etc. Donc en fait, on se retrouve aussi dans une position et dans une perception de département user research comme service en fait. Donc là, il faut vraiment qu'on se repositionne nous sur une recherche plus stratégique, même si on le fait un peu déjà, et se dégager en fait du temps de coaching et de soutien de ces projets pour être aussi plus proactif en fait sur nos recherches, et donc avoir ce temps de prendre du recul, plus être la tête dans le guidon et être plus proactif et se dire en termes de recherche aussi générative, qu'est-ce qu'on peut proposer en tant que user research à nos stakeholders, et ne plus que recevoir en fait des demandes de la part de nos stakeholders et ensuite se dire tiens, est-ce que c'est deep dive, est-ce que c'est le rechercheur qui le fait ou est-ce que c'est le stakeholder qui le fait quoi. De mon côté. Et toi Marion? Alors de notre côté, je pense que l'avantage, la force que je vois, c'est qu'aujourd'hui dans l'équipe produit, on a vraiment réussi à infuser la culture research, démontrer la valeur, et je pense preuve en est, c'est que en gros, on a un framework qu'on utilise pour tous les projets côté produit et design, qui a fait l'objet d'un livre qui a été écrit par les deux personnes qui étaient à la tête de l'équipe produit chez Blablacar, qui s'appelle Discovery Discipline. Donc voilà, si le sujet vous intéresse, c'est expliqué dans le livre. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans ce framework, à chaque étape justement de la discovery, on a vraiment des étapes liées à de la user research. C'est quand même le bénéfice que je vois de ce qu'on a réussi à mettre en place. Sur les limites, peut-être les inconvénients, effectivement, le fait qu'on ait parfois des PM ou des product designers directement impliqués sur le projet qui peuvent mener des entretiens ou des choses comme ça, je pense que c'est là où il faut faire attention, parce qu'il y a un risque quand même de manque d'objectivité ou de biais. Donc c'est pour ça que nous, on a aussi limité à certaines méthodologies non modérées, parce que je pense que ça peut être un des biais et une des limites. Et après, ce que tu disais, Manon, je suis assez d'accord aussi que même sur ces projets où on laisse la main à quelqu'un d'autre, on a quand même cette casquette de coach, et finalement, ça prend aussi du temps. C'est des allers-retours, un ping-pong entre l'équipe research et le PM, par exemple, qui peut mener ce projet. Et il faut le prendre aussi en compte, je pense. C'est évident que cette partie de coaching, elle est vachement importante aussi. Il ne faut pas la négliger. Et voilà, je crois que pour moi, j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez autre chose à partager avant qu'on passe aux questions-réponses? Parce qu'il y en a quand même pas mal, donc je pense que ça va nous prendre encore un peu de temps. Non, je pense qu'on a fait le tour. On va essayer de les faire dans l'ordre. La première, elle est pour Romain spécifiquement. C'est comment tu arrives à garantir la montée en compétences des équipes. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé aussi, mais au début, quand tu as dit j'ai mis des process en place pour que tout le monde puisse faire de la research à n'importe quel moment du projet, j'imagine que tu as eu aussi au tout début une grosse phase d'évangélisation et de montée en compétences dès le début qui se poursuit aujourd'hui.
Alors, c'est une très bonne question. Il n'y avait absolument pas besoin de faire l'évangélisation. Quand je suis arrivé, tout le monde voulait faire de la research, tout le monde faisait déjà de la research. Donc là-dessus, c'est pas du tout une bataille qui a dû être menée. Et ça fait vraiment plaisir d'arriver dans une équipe qui est à fond sur le sujet, quoi, hein, vraiment. Et comment garantir la montée en compétences? Déjà, il y a des documents, il y a des trainings, il y a la documentation qui est à disposition. Quand les personnes arrivent, ils ont 2 heures de formation sur la user research, ils ont 1 heure de formation sur Dovetail, la prise de notes. Donc 3 heures de formation, ça fait pas de temps un user researcher. Ensuite, on a tout simplement les premiers projets. En fait, hein, les premiers projets sont accompagnés. Donc, moi, je les accompagne sur tous leurs premiers projets. En tout cas, j'essaie de le faire. J'essaie aussi de faire des reviews d'interviews, donc de prendre des interviews et de dire voilà, là, tu vois, tu aurais pu faire comme ça. Mais avec le scale d'une équipe, c'est compliqué de suivre tout le monde. Et donc, il y a un moment donné aussi où on a fait des choix et on s'est posé la question, il n'y a pas si longtemps, d'accélérer sur 3 possibilités. La première, c'est investir du temps sur l'identification des sujets à travers la remontée de feedback client. On s'est dit que ça, c'était super stratégique. Ensuite, on s'est posé la question, investir du temps pour garantir la montée en compétences des équipes avec un training programme, avec des évaluations, etc. C'est là qu'on a interrogé les personnes concernées. Il y en avait qui disaient oui, c'est bien, mais moi, ce que je veux surtout, c'est pouvoir identifier qui sont mes users et préparer mon recrutement. Et donc, le troisième axe, c'est plutôt celui-là, c'est développer des outils pour faciliter le recrutement, pour identifier les gens, pour faire le recrutement, pour mettre en place des sessions. Et c'est là où, en fait, on a le plus de valeur. Et à bande passante limitée, décider de, pour le moment, pas se concentrer sur la montée en compétences des équipes, mais assurer qu'on puisse recruter correctement et qu'on puisse parler à des gens. Et une fois qu'on aura, on va dire, consolidé cette partie-là, et on passera sur une prochaine étape qui sera la montée en compétences des équipes. Et du coup, voilà, c'est des partis pris assez forts, mais à bande passante limitée, on doit faire le choix. Ok. Il y a une question de Mathieu, mais je ne sais pas, moi je la comprends pas très bien. Comment démontrer la valeur d'un Research Ops dédié si les researchers se débrouillent très bien sans, malgré le temps que ça prend? En gros, je pense que ça fait référence à quand j'ai dit si je suis pas là, ça roule tout seul. Donc, du coup, c'est une question piège, hein, parce que du coup, il va falloir que je justifie à mon boss mon salaire. Mais Mathieu. concrètement, en fait, démontrer la valeur d'un Research Ops, si les gens se débrouillent très bien sans, c'est que j'ai bien fait mon travail. Si les gens se débrouillent sans moi, ça veut dire qu'ils ont les outils, les process en place, et qu'en fait, c'est assez clair dans leur tête pour qu'ils puissent être autonomes. Et donc là, par définition, si je suis pas là et que ça roule, c'est que ça marche. Parce que ce qu'on veut pas, c'est réinventer à chaque fois la roue. Je sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation où on veut parler à 5 clients, c'est la croix à la bannière, il faut tout réinventer, on sort plein de trucs dans tous les sens, alors qu'en fait, il y a des méthodes très simples à suivre qu'on pourrait suivre. Donc voilà, je pense que la meilleure manière de démontrer la valeur, c'est que si moi je suis pas là, ça roule. Oui, puis j'imagine que c'est quand même en constante évolution. Les équipes, elles changent. Il y a des nouveaux, il y a des personnes à onboarder aussi. Donc, il y a quand même... c'est pas à partir du moment où tout marche que tu n'as plus de valeur. Il faut quand même continuer à toujours Vraiment, accélérer le time to value. Aujourd'hui, on est à un certain stade et on veut toujours aller plus loin, mettre en place des outils, hein, parce que là, on a parlé de la partie vraiment recherche opérationnelle, mais il y a toute une partie data, justement, pouvoir identifier, récupérer et comment est-ce qu'on fait pour identifier les sujets qui ont de l'importance. Ça, aujourd'hui, c'est la Research Ops, même si ce n'est pas des interviews terrain. Ça reste de la research, une autre forme de research, mais ça reste de la research. Mais ça sera un sujet à venir, la data et le Kali, donc on y reviendra. Une question de Martin, mais je pense qu'on y a déjà un peu répondu. Comment garantissez-vous que les études faites par les non-researchers soient de qualité suffisante pour avoir une vraie valeur? Si je me souviens bien, Marion et Manon, vous disiez déjà que c'était de la recherche non modérée et que vous gérez quand même tout ce qui était avec de la modération. Enfin, chez Blablacar, ouais, c'est comme ça qu'on procède et du coup, ce qui permet de pouvoir faire des retours, par exemple, sur tout ce qui est méthodologie non modérée, type questionnaire, test maze, pouvoir faire des feedbacks avant d'envoyer le test ou la survey.
Donc ça, c'est pour la partie préparation. Et après, parce que je crois qu'il y avait aussi des questions là-dessus, sur la partie analyse. Moi, je ne m'interdis pas, par exemple, typiquement sur un survey quanti, on ne s'interdit pas non plus de demander l'aide d'un product analyst, par exemple, qui va s'assurer de la significativité des résultats, est-ce qu'on a eu assez de répondants, etc. Donc ça, c'est aussi intéressant de pouvoir impliquer, si c'est possible, d'autres stakeholders sur des expertises complémentaires, quoi. Côté Doctolib, c'est pareil. C'est vrai que même pour les non modérés, comme tu disais, Marion, on a des gatekeepers. En fait, on va aller relire l'émission, les questions qui sont proposées dans les surveys et dans les mails. Après, et c'est peut-être aussi une limite, enfin, je le prends plus personnellement qu'au nom de Doctolib, au nom de notre team, mais en fait, il faut aussi accepter qu'il y ait une part de biais, en fait. Et comme tu le disais, Romain, le premier outcome, c'est que les gens parlent à l'utilisateur et une part, en fait, d'incertitude qui soit levée. Donc, il faut aussi accepter ça, même si on met les trainings, les process, les matériels, les inspirations et le coaching à disposition. Donc, ouais, c'est vrai. Alors, moi, on me demande des fois comment on peut donner la main au product designer pour qu'il puisse aussi modérer des études, vraiment des tests utilisateurs sur leur proto. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Maintenant, il y a ce truc de se dire, c'est pas grave si c'est pas parfait et qu'il y a des biais. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est que le product designer anime des tests sur le parcours ou le produit d'un autre product designer, pour partager aussi la connaissance utilisateur, la connaissance du produit en général, et surtout de pouvoir enlever ce biais de voilà, c'est moi qui l'ai fait, donc je sais où je t'amène et je sais ce que j'ai envie d'entendre. Ça peut être intéressant aussi pour trouver un juste milieu dans je donne la main au product designer, mais ils le font pas sur leur propre solution. Ouais. C'est une bonne astuce, ouais. Comment palliez-vous justement l'argument fatidique « je n'ai pas le temps » malgré les process mis en place pour accroître? On a un petit peu répondu aussi à cette question en donnant l'exemple de ce qui est exploiter les insights existants ou les sources de feedback sur lesquelles on peut totalement s'appuyer dans une discovery. Et justement, en fait, ça prend pas de temps, quoi. Encore une fois, s'il y a des outils en place pour accéder aux commentaires du NPS facilement, ça prend peu de temps par rapport à mener des entretiens sur le sujet. Donc, je pense que c'est un bon moyen. Je sais pas si vous voulez compléter. Mais en tout cas, moi, c'est ce à quoi je pense, c'est qu'en fait, il y a tellement d'insights et de feedback déjà disponibles que en fait, l'argument de « j'ai pas le temps » va être toujours valable, quoi. Moi, c'était plutôt sur ma précédente expérience, mais ça vaut aussi chez Agicap, mais le plus important, c'est d'être au courant de ce qui va se faire. À partir du moment où on connaît la roadmap, on peut se projeter. Et en fait, il faut anticiper. Il faut être proactif sur les sujets. Quand je travaillais chez Publicis, on avait une visibilité sur une roadmap à 5 sprints. Et donc, on savait plus ou moins, parce que les gens travaillaient en Scale Agile Framework, et donc on pouvait identifier que tel sujet, a priori, devait passer en delivery en sprint 4. Et donc, ça veut dire que si on fait un reverse planning, en sprint 2, il faut déjà qu'on ait commencé à recruter. Donc, en fait, c'est anticiper sur ces sujets-là en allant toquer à la porte en disant là, tu as la delivery. Est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin de faire la discovery? Est-ce que tu penses que tu vas avoir besoin de faire de la user research? Et dans ce cas-là, il faut qu'on s'y prenne maintenant. Voilà, donc ça, c'était une manière de faire. Chez Agicap, la solution, c'est aussi d'être présent à plein de touchpoints qui permettent d'avoir une visibilité sur ce qui devrait sortir pour pouvoir anticiper avec les gens sur comment on va faire et à partir de quand commencer à y réfléchir. Parce que là où les gens disent j'ai pas le temps, c'est en général qu'ils n'ont pas anticipé tout le travail de préparation. Et donc, une fois qu'on arrive et qu'on leur dit là, si tu commences à concevoir dans 3 semaines, il faut qu'on commence à recruter maintenant. Du coup, ça met les choses en marche. Souvent, les gens y pensent tout seuls. Parfois, c'est pas le cas. Et donc, pour éviter de ne pas avoir le temps, il faut anticiper. Il y a une question de Christelle que je trouve assez marrante parce que en général, on la pose complètement de l'autre côté. Mais Romain, comment arrives-tu à convaincre les équipes qu'il n'est pas nécessaire de tester? Ils ont souvent envie de se rassurer avec un test. Ça, c'est en étant assez pragmatique en fait, en posant les questions. C'est déjà quel est le niveau d'incertitude par rapport au design que tu as fait et quel est l'effort que ça demanderait à refaire si ça partait en développement et que c'était une erreur. Si ça nous coûte 2 heures de dev de corriger le truc parce qu'en fait c'est assez mineur, peut-être qu'il n'y a pas besoin de tester. Si ça prend 2 semaines de dev
pour le corriger, effectivement, il faut tester. Donc en fait, c'est juste rationaliser les choix. C'est intéressant dans la manière dont tu posais la question, parce que se rassurer, souvent, et ça c'est plutôt le cas quand on a des services de research comme Manon et Marion. Du coup, on se retrouve avec des demandes de research qui sont juste là pour clore des débats. Parce que les gens ne sont pas d'accord ou parce qu'ils n'arrivent pas à prendre de parti pris fort. Donc en fait, faut juste réussir à le détecter et à le rediriger, quoi. Il y avait une question sur un peu le contrôle qualité toujours, hein, quand vous laissez de l'autonomie. Et je pense qu'on a déjà un peu répondu à cette question. Est-ce que vous n'avez pas peur que les PO-PM prennent l'habitude de se passer de vous? Non. Je sais pas si j'ai peur, mais en tout cas, c'est pas le cas chez Blablacar. Et encore une fois, si on part sur des méthodologies où on a quand même un temps de préparation assez important, je sais très bien que un PM ou un product designer n'aura pas forcément le temps parce qu'il a déjà 1000 autres choses à gérer. Et rien que pour cette partie-là, voilà, je sais qu'il y a certaines méthodologies où ça sera peut-être plus compliqué justement de faire ce shift et de laisser plus la main. Encore une fois, parce qu'on les a certainement habitués à ce que ce soit géré justement par l'équipe research et qu'actuellement ça fonctionne bien comme ça, quoi. Nous, côté Doctolib, en fait, on est en train d'évoluer vers un rôle de coaching un peu en deux parties. Donc, c'est-à-dire coach pour les personnes pour qui c'est les premiers projets. Un rôle plus support, c'est-à-dire on est là en hotline, mais en fait, tu as un niveau d'autonomie qui est super élevé. Donc, si certains peuvent effectivement avoir ce niveau d'autonomie et nous récupérer un rôle plus de support, franchement, en fait, on ne s'en passerait pas. Après, je ne sais pas si dans la question, il y avait aussi une partie qui est un gros enjeu aussi chez nos user researchers de un peu fear of missing out, c'est-à-dire oh là là, mais il y a plein de connaissances qui vont disparaître, qui ne vont pas être documentées, comment on va faire, comment on documente aussi la prise de décision avec la voix de l'utilisateur. Et ça, c'est pour moi une autre question. En vrai, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse. On est en train avec une petite task force justement du user researcher, en train d'y penser chez Doctolib et essayer de se dire qu'est-ce qui doit être aussi documenté en fait. Parce que c'est très lourd pour les PM, pour les product designers parfois de documenter. Quel est le lifetime value d'un insight? Est-ce que si c'est sur un micro-sujet ou quelque chose, un élément du produit qui dans 6 mois, je dois le documenter? C'est vrai que c'est des questions qui se posent beaucoup ce matin sur le Discord. J'ai eu la même question quand on fait des speed interviews, des guérillas un peu. Comment est-ce qu'on l'intègre? Comment on prend en compte qu'il y a peut-être des biais, que c'est un peu fait comme ça rapidement? Donc, c'est aussi contextualiser les retours. Ouais, c'est des questions qui sont vraiment d'actualité, pardon. Est-ce que ce sont les équipes qui se proposent de faire de la research ou est-ce que c'est vous qui proposez aux équipes d'en faire? Si oui, comment l'idée est-elle accueillie? Côté Doctolib, c'est les deux. Et du coup, on a aussi pour une mission d'être encore plus proactif, de récupérer ce temps justement avec un scaling structuré qui nécessite de moins en moins de bandes passantes humaines pour être encore plus force de proposition. Après, voilà, il y a des roadmaps produits qui changent toutes les semaines, donc c'est dur d'anticiper. Pareil de mon côté, les gens sont très très proactifs, donc là-dessus il y a assez peu de challenge. Et ça peut arriver juste de plutôt dire ah bah tiens là tu penses pas qu'on pourrait faire ça ou plutôt utiliser telle méthode. C'est pas trop un enjeu pour le coup lorsqu'on est sur une équipe produit mature sur les sujets research. Ouais, chez nous c'est la même chose. On a quand même ce framework qui est tellement ancré dans la manière dont on mène les projets. C'est les équipes qui bossent sur les projets qui vont dire tiens là il nous manque des insights, des feedbacks là-dessus. Moi je sais que j'ai quand même l'habitude d'être dans les product reviews et donc du coup ça permet aussi d'identifier justement des sujets sur la research. Mais en tout cas comme tu dis Romain, je pense que nous, on est aussi assez mature, cette nécessité de bien intégrer les insights utilisateurs au cœur du process et que les équipes sont assez autonomes sur ça. Vous arrivez à avoir le temps d'être dans les project reviews? Pas forcément toutes, mais voilà, sur des sujets vraiment très importants au niveau business, des sujets un peu clés pour la roadmap produit sur un quarter, moi je sais que c'est quelque chose que je fais, ouais. Okay. Oui, complètement. Pareil. On a même essayé de voir pour justement mettre en place un petit peu des weekly ou des bi-weekly où on peut avoir ce genre de résumé pour s'approprier un peu les enjeux du moment, quoi. Oui, en effet, il faut arriver à trouver le bon moment où intervenir avec les équipes design et produits pour vraiment arriver à récolter aussi leurs besoins et être un peu plus proactif.
Mais je trouve Romain, moi je sais qu'au début, quand j'étais chez Blablacar, j'avais un peu instauré des weekly research avec les PM, mais je trouve que ça fonctionnait moins bien que justement être directement impliqué dans les product reviews, enfin peu importe le nom de ces meetings, mais je trouvais que juste avoir des réunions dédiées sur, on va discuter des sujets de research, au final c'était moins riche. Je trouve que les besoins en research découlaient moins spontanément que quand on était directement dans ces product reviews où il va y avoir plusieurs stakeholders vraiment clés sur ce projet. Et en tout cas, pour ma part, j'ai l'impression que ça fonctionne mieux depuis qu'on est plutôt sur ce mode de collaboration. Je suis complètement d'accord. Moi, quand je dis weekly, c'est moi qui vais dans les weekly des autres. Ouais. Si les équipes réalisent l'étude research et l'analyse, font-ils eux-mêmes une restit et se chargent d'alimenter un repository et de contribuer au knowledge management, ou ça repasse par vous? Je vois que Romain, tu souris. Ouais, parce que en fait, c'est très marrant comme question. C'est quelque chose auquel je me suis confronté très rapidement quand je suis arrivé chez Agicap, où en tant que researcher, on part du principe qu'une research se termine par une restitution. Et en fait, c'est très researcher as a service de faire ça, parce qu'on retransmet de l'information à quelqu'un qui n'a pas fait la research. Quand ce sont les personnes eux-mêmes qui font la research, pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de faire une restitution ? Puisque c'est eux qui l'ont mené. Et donc, c'est un sujet un peu particulier, où même moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à me dire qu'il n'y aura pas de document de finalisation de ce travail qui a été engagé. Mais dans les faits, c'est bien les personnes qui ont mené ces interviews-là, ils ont bien fait une analyse, ils en ont bien tiré des insights. Ces insights, effectivement, ils ne sont pas partagés de la meilleure manière. Mais par contre, l'effet de ces insights sur le produit, il est bien réel. Donc voilà, ça, c'est très researcher comme approche. Mais finalement, non, il n'y a pas de restitution. Mais repository ou pas repository, du coup ? Repository ou pas repository, ça, c'est une autre bataille que moi, j'aimerais bien qu'on consolide plus nos données. Pour autant, faut bien comprendre que vouloir garder un repository propre, c'est franchement faisable quand c'est des researchers qui font la research. Par contre, quand ce sont des product designers et des product managers dont la finalité et finalement ce sur quoi ils sont évalués, c'est pas la qualité de la donnée qu'ils donnent, c'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, j'arrive pas forcément à leur faire tenir ce repository, mais dans les faits, ça fait un an que je suis là et ça n'a pas été stratégique que de l'avoir, dans le sens où finalement, une fois qu'on a traité un sujet, on y revient assez peu et on n'a pas d'enjeu aujourd'hui, mais peut-être que demain oui. Mais aujourd'hui, on n'a pas d'enjeu d'avoir ce repository absolument. Et donc, du coup, non, on ne fait ni l'un ni l'autre. Ok. Manon, Marion, un mot à dire sur cette question ou... Présentation en tant que telle, nous, vu que le modèle aujourd'hui, c'est plutôt les recherches tactiques qui vont être conduites par des non-researchers. En fait, on va partager plutôt à l'oral les résultats. Nous, on a quand même un enjeu de partage, alors par une présentation ou pas, mais à l'ensemble de la feature team. Par exemple, si c'est un product designer, il va falloir qu'il restitue son travail à un PM, au dev, à l'engineering manager, etc. Et parfois, en fait, les product designers, au PM, se mettent un peu la pression. Il faut que je fasse une belle présentation comme les user researchers. Donc pareil, en fait, on est en train d'essayer de désacraliser un peu tout ça et de dire que en fait s'ils conduisent sa recherche, il faut que ce soit simple pour eux et donc ne pas se rajouter du travail en plus qui n'est pas forcément utile comme tu le rappelais, Romain. Moi, je suis hyper alignée. Et surtout ce que tu disais, Romain, je pense que c'est un gros biais de ce modèle researcher d'agence où ton livrable, c'est quelque chose qui est, pour lequel le client paye au final. Donc, livrable, restitution, c'est très processé. Ouais, moi, quand je suis arrivée chez Blablacar, j'étais un peu perturbée, mais au final, je trouve que ça a beaucoup plus de valeur, encore une fois, comme je le dis, dans ces product reviews où effectivement tu vas peut-être avoir une slide récap sur les insights des tests ou des interviews. On va pas être sur un rapport et une restitution en bonne et due forme. Voilà, on peut complètement aligner sur ce que vous avez dit. C'est super intéressant, il y a tellement de sujets qui popent de partout, mais malheureusement, il est 15h, donc on va s'arrêter là. Je suis désolée, il reste quelques questions. Ce que je vous propose, si vous voulez, c'est d'y répondre sur le Discord, pour ceux qui veulent bien se connecter sur Discord. Je vous mets le lien juste en bas du Discord. Il y a un channel qui s'appelle Research Ops. Vous êtes les bienvenus pour reposer vos questions. J'y répondrai, et peut-être que Marion, Manon et Romain aussi, ou alors j'irai les chercher auprès d'eux. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et merci pour vos questions. Merci Romain, Manon, Marion, c'était super intéressant. Et puis à très bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Bon week-end à tous. À bientôt.
Salut.